Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux élèves de 3e année du collège. Nous allons aujourd'hui corriger un examen régional de 3e année de la région Casablanca-Stade, l'année 2018. Vous savez bien que nous passons maintenant par une période qui est un petit peu exceptionnelle à cause du virus Corona Covid-19. C'est bien sûr, les écoles sont fermées depuis un bon bout de temps. Personne ne sait à quelle date nous allons revenir à l'école, ni les leçons que vous aurez à l'examen régional, ni même comment vous allez passer ces examens. Alors, maintenant l'important c'est quoi? C'est que vous ayez une idée sur ces examens régionaux, les types de questions que vous pouvez rencontrer, et également avoir une certaine méthodologie pour traiter ces questions. Regardons l'examen régional de Casablanca-Stade. Alors, les examens régionaux ressemblent à ça. Un texte de base, des questions de compréhension, des questions de langue et communication, et puis la production écrite. Comme vous voyez, question de compréhension sur 6 points, 6 points pour la langue et communication, et 8 pour la production écrite. Le total c'est 20. On commence par lire le texte de base. Alors, on ne le rappellera jamais assez, il faut toujours, avant de commencer à regarder les questions, il faut lire et relire le texte. Et si vous en avez besoin, vous pouvez le lire même 3 à 4 fois. Bon. Texte de base. Je suis un enfant de dimanche, parce que le jour de ma naissance, c'était un dimanche. À ce qu'on dit, les enfants de dimanche ont toujours beaucoup de chance. Moi, je ne trouve pas, parce que le dimanche, c'est plutôt la barbon au foyer. En semaine, ça va. De toute façon, on a la classe, et puis des devoirs, et puis encore quelque chose, sport ou promenade, ou quelque chose comme ça. J'aime bien le sport, mais pas la classe, pas tellement, sauf le dimanche. Là, j'aimerais souvent pouvoir aller en classe parce que le dimanche, c'est barbon au foyer. Je suis au foyer depuis déjà très longtemps, ensemble depuis toujours, parce que, quand je suis né, mes parents n'ont pas pu me garder, pas pu ou pas voulu. Pourquoi? On ne me l'a pas dit, pas vraiment dit, on m'a juste dit, les circonstances ne l'ont pas permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Il ne voulait pas peut-être de fille. Il préférait un garçon. Je ne trouve pas ça juste. Avant, quand j'étais encore plus petite, je cherchais toujours mes parents. Pas vraiment toujours, seulement quand on allait ensemble en promenade ou dans les magasins. Je regardais les gens, les couples qui ont l'air de parents. Au foyer, en fait, c'est assez beau. La maison est une de ces maisons de l'ancien temps, avec un bout de parc tout autour. Autrefois, ça s'appelait villa. Maintenant, on l'appelle foyer d'orphelins. Les orphelins, c'est nous, puisque nous n'avons pas de parents. Goudrin, Mebs, l'enfant de dimanche, traduit par Rémi Lauriard, édition Gallimard, 1980. Avant de répondre aux questions, nous allons tout d'abord expliquer quelques mots qui sont nécessaires pour la compréhension du texte et des questions. Nous avons tout d'abord le mot foyer qui se répète plusieurs fois dans le texte. Un foyer, c'est un lieu ou une maison qui accueille les enfants de rue, les enfants qui n'ont pas de parents, des gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de domicile fixe. On l'appelle un foyer. Et le mot orphelin, ce sont des enfants qui n'ont pas de parents, ni de père ni de mère. On les appelle des orphelins. Les questions de compréhension. Alors, normalement, ces questions-là, vous devez trouver la réponse à partir du texte. Pour la plupart des questions de compréhension, on répond à partir du texte, sauf la dernière question, numéro 6. C'est une question dans laquelle on vous demande de donner votre point de vue, ce que vous pensez, vous. Bon alors, la première question. Complète le tableau suivant. Bien sûr,
on va le compléter à partir du test. Si vous répondez à, vous remplissez le tableau correctement, vous avez un point, 0,25 pour chacune des cases. Alors, l'auteur, où est-ce qu'on trouve l'auteur? Où est-ce qu'on le cherche tout d'abord? On le cherche en bas, dans cette partie-là. Ça, c'est la source. Vous cherchez l'auteur. Ici, cette lettre, c'est Gudrun Mels. Le titre de l'œuvre. Le titre ici est écrit en italique. L'enfant de dimanche. On l'écrit au tableau. Et puis maintenant, le traducteur. Un traducteur. Qu'est-ce que ça veut dire un traducteur? Alors déjà, vous avez ici traduit. Traducteur, traduit. Alors ça vous aide un petit peu. Traducteur, traduire quelque chose, c'est la passer d'une langue à une autre. Par exemple, traduire un texte de l'arabe au français, ou bien du français à l'arabe. C'est changer la langue. Alors, ici le traducteur c'est Rémi Lauriard. On le remplit. Et puis maintenant, éditeur. L'éditeur, on continue toujours dans la source, ED. Ce sont les premières lettres de éditeur, les initiales. ED, édition, éditeur, Dar Nashr ou la Nasher. Éditeur c'est Gallimard. C'est bien. Passons maintenant à la deuxième question. Question numéro 2. Où réside le personnage principal? Alors, lorsque vous avez une question comme ça, vous avez ici ce morphème interrogatif. Qu'est-ce qu'on cherche lorsqu'on pose la question avec où? Bien sûr, on cherche le lieu. Alors, c'est très facile maintenant. Lorsque vous avez compris la question, la réponse devient très facile. Bon, alors, le lieu où se trouve, ou bien où habite le personnage principal. Alors, où est-ce qu'il habite? Regardez le texte. Il habite où? Cherchez bien. Je crois que c'est facile à trouver, surtout lorsque nous avons expliqué le mot foyer. Il habite au foyer des orphelins. Si vous dites foyer seulement, c'est correct. Si vous ajoutez orphelin, c'est bien. Le personnage connaît-il les raisons pour lesquelles il a été abandonné? Alors, comme vous voyez, c'est une question qui est fermée. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut dire oui ou non. Après, vous devez justifier la réponse. Pourquoi vous avez dit oui ou bien pourquoi vous avez dit non? C'est ça la justification. Alors, est-ce que le personnage connaît la raison pour laquelle il a été abandonné? Parce que c'est un personnage, comme on a dit dans le texte, qui habite dans un foyer. Il n'habite pas avec ses parents. Il est dans un foyer, ses parents l'ont abandonné, ils l'ont laissé. Est-ce qu'il sait pourquoi il a été laissé comme ça? La réponse à partir du texte. Il faut chercher la réponse. Qu'est-ce qu'on dit ici? Mes parents n'ont pas pu me garder. Pas pu ou pas voulu. Pourquoi? Pourquoi ses parents l'ont abandonné? On ne me l'a pas dit. Pas vraiment dit. On m'a juste dit, les circonstances ne l'ont pas permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Alors, il ne sait rien. Il ne sait pas pourquoi. Alors, comme vous voyez, les réponses à vos questions sont dans cette partie-là. Donc, est-ce qu'il connaissait les raisons pour lesquelles il a été abandonné? La réponse était non. La justification, c'est
la partie qu'on nous avons encadrée dans le test. Maintenant, vous allez mettre une croix dans la case qui convient, vrai ou faux. Le personnage s'estime chanceux d'être enfant de dimanche. C'est un enfant de dimanche qui était né le dimanche. Est-ce qu'il s'estime avoir de la chance qu'il soit un enfant de dimanche, vrai ou faux? On va voir. Je suis un enfant de dimanche parce que le jour de ma naissance c'était un dimanche. À ce qu'on dit, ce que disent les gens, les enfants de dimanche ont toujours beaucoup de chance. Moi, je ne trouve pas. Je ne suis pas d'accord. Alors, c'est une affirmation qui est fausse. Il n'est pas d'accord avec ça. Il ne s'estime pas être chanceux. Le personnage aime beaucoup le dimanche. Vrai, faux. Moi, je ne trouve pas parce que le dimanche, c'est plutôt la barbon au foyer. Alors, il faut comprendre le sens du mot barbon. Barbon, ça veut dire c'est un jour qui est ennuyeux. On ne trouve rien à faire au foyer. Alors, il aime le dimanche? Apparemment, non. On continue. En semaine, ça va. De toute façon, on a la classe, et puis les devoirs, et puis encore quelque chose. C'est-à-dire, toute la semaine, c'est bien. Il fait du sport, des promenades, il va en classe, etc. J'aime bien le sport, mais pas la classe, pas tellement, sauf le dimanche. Là, j'aimerais souvent pouvoir aller en classe parce que le dimanche, c'est barbon au foyer. Alors, il répète la même phrase, donc l'affirmation est fausse. Le personnage est un garçon. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un garçon ou bien une fille? Alors, ici, il dit, il ne voulait pas peut-être de fille, il préférait un garçon. Il est en train de dire pourquoi peut-être ses parents l'ont abandonné. Peut-être parce qu'il ne voulait pas avoir de fille, il préférait un garçon, alors ils l'ont abandonné. Donc, c'est une fille. Il y a également d'autres mots, bien un adjectif ici qui montre qu'il s'agit d'une fille et non pas d'un garçon. Alors, on va chercher. Voilà. Quand j'étais encore plus petite, avec E, si c'était un garçon, il dirait petit, puisque c'est petite, avec E, c'est féminin. Alors, c'est une fille. Donc, fausse. Le personnage n'a pas de famille, puisqu'on a dit que le personnage vit dans un foyer pour orphelins, et on a dit également qu'il a été abandonné par ses parents. Alors, c'est une affirmation qui est vraie. Il n'a pas de famille. Choisis la bonne réponse. Le dimanche, c'est barbon au foyer. Alors, d'après le contexte, qu'est-ce que vous comprenez? Barbon au foyer, ça veut dire que c'est ennuyeux au foyer. On s'ennuie, rien à faire. Le temps qui passe, très lent. Quel sentiment éprouves-tu à l'égard de ce personnage? Justifie ta réponse. Alors, comme on a dit au début, la dernière question de compréhension, vous devez toujours donner votre point de vue, ou bien votre sentiment à propos de quelque chose. Vous n'allez pas répondre à partir du texte. Quel est votre sentiment à l'égard du personnage, de la fille qui a été abandonnée par ses parents et qui vit dans un foyer pour orphelins? Alors, et puis, vous allez justifier votre réponse. On peut dire par exemple, je suis triste parce que pour ce qui arrive au personnage, parce que ses parents l'ont abandonné. D'accord? On passe maintenant aux questions de langue et communication. Relève dans le texte deux conjugaisons
conjonction de coordination et dit quel rapport exprime-t-elle? Alors, quand vous voyez, la question commence par le verbe relève. Lorsque vous avez le verbe relever, sachez que vous devez revenir au texte. Relève dans le texte. Vous allez trouver deux conjonctions de coordination. Vous allez les chercher dans le texte et les relever. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une conjonction de coordination? On va faire un petit rappel. Alors, les conjonctions de coordination sont ici. Mais où est donc ornicar? Ça, c'est une phrase sous forme de question qui permet de les apprendre. Mais où est donc ornicar? C'est un moyen pour faciliter l'apprentissage des conjonctions de coordination. Alors, voici les conjonctions de coordination. Et ici, le rapport exprimé. Et puis, j'ai donné quelques exemples pour chaque conjonction. Mais exprime l'opposition. Exemple, elle aurait aimé venir, mais elle est malade. Ou le choix, parce que vous devez choisir entre deux choses. Veux-tu un thé ou un café? Est-ce que tu veux acheter le pantalon bleu ou noir? Et pour l'addition, j'ai un chat et un poisson rouge. On peut mettre ici plus à la place de et. Donc, exprime la conséquence. Elle se repose. Elle sera donc en forme. Or, comme mais, également l'opposition, Élise m'attendait, or je ne l'ai pas vue. Ni exprime la négation redoublée. Comme dans l'exemple, je ne veux ni café ni thé. C'est comme si il répondait à cette question. Il y a un choix. Tu choisis le thé ou tu choisis le café? Alors celui-là, il ne veut ni l'un ni l'autre. Il y a deux éléments auxquels on a utilisé la négation. Car finalement exprime la cause. Elle pleure de joie car elle a eu son examen. Il a réussi à son examen. Allez-y, maintenant, c'est à vous. Cherchez deux conjonctions de coordination dans le texte. On sait bien que la plupart des textes contiennent une conjonction qui se répète beaucoup, c'est la conjonction et. Voilà, on peut la relever à plusieurs reprises dans un texte. Et également, vous avez ici où qui exprime le choix. Ou, regardez bien, il ne contient pas d'accent. Ou sans accent. Il ne faut pas confondre ou qui exprime la conjonction de coordination qui exprime le choix et ou avec accent qui est un pronom relatif. Et ici vous avez également mais. Et bien voilà, vous avez et qui exprime l'addition. Ici on demande la conjonction et le rapport, n'oubliez pas. Et l'addition ou le choix, mais opposition. Vous pouvez vous contenter de deux conjonctions. Et ou bien et mais. Choisissez deux avec le rapport exprimé. Maintenant, la question numéro 2. Relève dans le texte une subordonnée relative et précise l'antécédent. Bien. Alors là, il faut également rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on veut dire par des subordonnées relatives, quels sont les moyens, ou bien les pronoms relatifs qu'on peut utiliser et qui expriment des subordonnées relatives, et c'est quoi un antécédent. Un petit rappel des pronoms relatifs simples. Qui, un exemple, le garçon qui mange à cette table est notre invité. Que, la fenêtre que je viens d'ouvrir donne sur la cour. Ou, la maison où habite mon oncle est belle. Dont,
D-O-N-T, et ou avec accent. Dont, la fillette dont je vous parle est la fille de ma sœur. Alors là, vous avez 4 pronoms relatifs simples, et ces pronoms relatifs ils introduisent une subordonnée relative. Voilà, ça c'est la subordonnée relative. Il est introduite par le pronom relatif qui. Ici, la subordonnée relative c'est que je viens d'ouvrir sur la cour. La troisième phrase, où habite mon oncle, est belle. La dernière, on commence toujours par le pronom relatif dont je vous parle est la fille de ma sœur. Concernant l'antécédent, c'est le garçon pour la première phrase, la fenêtre pour la deuxième, la maison et la fillette. Comme vous voyez, la place de l'antécédent, il vient avant le pronom relatif. Et nous, ce que nous cherchons, on cherche toute la subordonnée relative. On ne cherche pas le pronom relatif, mais la subordonnée relative. Bien sûr, le pronom relatif va me montrer où est cette subordonnée. Le mot qui vient avant, le nom qui vient avant, c'est, on l'appelle l'antécédent. Allez-y. Cherchez maintenant dans le texte une subordonnée relative et précisez son antécédent. Cherchez bien. Vous n'avez qu'à repérer les pronoms relatifs qu'on vient de voir, qui, que, où et dont. D-O-N-T. Vous avez ici où, mais il est sans accent. Alors, ça c'est conjonction de coordination qui exprime le choix. Il ne faut pas confondre les deux. Bon, alors vous avez les couples qui ont l'air de parents. Alors, qui ont l'air de parents, ça c'est le pronom relatif, et ça, ce que nous cherchons, la subordonnée relative. Les couples, c'est son antécédent. Très simple. Et bien voilà la relative qui ont l'air des parents, et l'antécédent, les couples. Question 3, j'aimerais souvent pouvoir aller en classe parce que le dimanche c'est rarement au foyer. Vous avez 3 consignes. La première consiste à délimiter la proposition subordonnée à l'aide de crochets. Ça veut dire, vous devez trouver où est la subordonnée et l'entourer avec 2 crochets. Cette phrase-là contient 2 verbes conjugués, j'aimerais et le verbe être. Et les 2 propositions ici sont reliées avec un moyen, c'est parce que. Alors, ici vous avez 2 propositions. Où est la proposition principale et où est la proposition subordonnée. On va délimiter les 2 propositions. Où est la principale et où est la subordonnée? Ici, parce que c'est le moyen. Et le moyen se trouve toujours avec la proposition subordonnée. Donc, c'est ça la proposition subordonnée. Et celle-là, c'est la proposition principale. Proposition principale subordonnée. On va entourer la subordonnée pour vous montrer seulement. Mais normalement, ce que vous devez faire, c'est seulement mettre 2 crochets pour montrer la proposition subordonnée. Celle-là. L'entourer avec 2 crochets. C'est ce que vous devez faire. Voilà, délimiter la subordonnée à l'aide de crochets. Pour vous aider un petit peu à comprendre mieux comment on peut délimiter ou repérer la principale subordonnée, je vous renvoie à une leçon sur les subordonnées circonstancielles. Je vais vous laisser le lien en bas de cette vidéo. Maintenant, deuxième consigne précise le type de cette subordonnée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle exprime? La circonstance qu'elle exprime. Est-ce qu'elle exprime le but, la condition, la concession, la conséquence, etc. Alors ici, regardez le moyen, c'est parce que. Et parce que elle exprime la cause. Alors, qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime la cause. Troisième consigne, réécrire cette phrase en utilisant un autre subordonnant. C'est-à-dire, vous allez changer parce que par un autre subordonnant pour exprimer la même idée.
c'est-à-dire la cause. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors moi je vous propose de remplacer parce que par comme. Et si vous voulez mettre comme, sachez que vous allez changer la place de la principale et de la subordonnée. On va commencer par la subordonnée tout d'abord. Et vous allez avoir la phrase comme ça. Comme le dimanche c'est barbant au foyer, j'aimerais souvent aller en classe. 4. Relève dans le test un moyen exprimant l'exclusion, c'est-à-dire nous allons travailler maintenant également à partir du texte. On cherche un moyen qui exprime l'exclusion. Si vous cherchez bien, vous allez trouver sauf le dimanche. Moyen exprimant l'exclusion, sauf. Dernière phrase. Certains parents abandonnent leurs enfants parce que les circonstances n'ont pas permis de les garder. Formule une concession suivie d'une réfutation à propos de cette affirmation. Nous allons vous donner quelques exemples pour savoir comment vous allez travailler cette phrase. Exemple de concession suivie de réfutation. Certes, les moyens de transport sont importants dans notre vie quotidienne, mais ils polluent l'air et font beaucoup de bruit. Alors, pour concéder, pour faire la concession, tout d'abord, je vous montre que je suis d'accord avec ton idée. Certes, je suis d'accord. Les moyens de transport sont importants dans notre vie quotidienne. Et après, je fais une réfutation. J'essaie de rejeter ton idée par un argument. Mais ils polluent l'air et font beaucoup de bruit. Voici des moyens qui permettent, le premier moyen permet de concéder, le deuxième pour réfuter. C'est vrai, tu as bien travaillé pendant toute l'année. Cependant, tu n'as pas réussi à l'examen. Je suis d'accord avec toi. Oui, tu as bien travaillé pendant toute l'année. Mais tu n'as pas réussi à l'examen. Tu n'as pas réussi à passer l'examen. Je concède. Deuxième partie, je réfute. Ça, c'est le moyen pour concéder, moyen pour exprimer une réfutation. Bon. On peut dire ici, certes, il y a certains parents qui abandonnent leurs enfants parce que les circonstances n'ont pas permis de les garder, mais ils sont très rares. Ça, c'est un exemple et vous pouvez donner votre exemple en employant l'un des moyens que vous venez de voir. Reste maintenant la production écrite. Et les sur 8 points, c'est très important d'écrire la production écrite. Il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas l'écrire, mais vous allez perdre beaucoup de points. Il faut écrire la production écrite. Il faut essayer. Et il faut savoir que recopier le texte de départ, le texte de base, ne vous aide en rien. Il y a certains élèves qui écrivent le texte de départ, le texte de base. Ce n'est pas ce qui est demandé. Et il faut savoir également une chose, c'est que la plupart du temps, le sujet de la production écrite est en rapport avec le texte de base. Mais ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas écrire le texte de base. Alors, le sujet ici, c'est tu as rencontré un enfant orphelin, un enfant qui n'a pas de parents, qui vit dans des conditions difficiles, une situation difficile, il n'a pas peut-être de quoi manger, il n'a pas
de vêtements à porter, ses vêtements sont déchirés, il n'a pas de maison où habiter, peut-être qu'il y a des gens qui le maltraitent, etc. Raconte. Alors, il faut faire attention, c'est un texte qui est narratif. Vous allez raconter dans un récit d'environ 12 lignes. Il faut faire très attention à ce qu'on vous demande de faire. Environ 12 lignes, c'est-à-dire 10, 11, 12, 13, voilà. Dans quelles circonstances il vivait, ta réaction envers lui, alors comment il vit, et toi, qu'est-ce que tu as fait quand tu as vu cette personne-là, quelle a été ta réaction, et les sentiments que tu as éprouvés à son égard. Je vous demande de faire 3 choses. De parler, de dire comment vivait cette personne-là. Lorsque tu as trouvé cette personne, qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que tu as ressenti, les sentiments que tu as éprouvés à son égard. Bon, alors, je vous laisse, c'est à vous d'écrire la production écrite. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer votre production pour que je la corrige. Je vais vous laisser mon adresse Facebook en bas de la vidéo. Voici quelques critères d'évaluation. Vous allez être noté à partir de ces critères. Respectez la consigne, vous aurez 1 point. Votre texte doit être cohérent et vous devez organiser les idées. Vous aurez 2 points si c'est fait. La langue doit être correcte, pas de faute de grammaire, de conjugaison, etc. 4 points. L'orthographe. Bon, et finalement pour la présentation de la production, 1 point. Sur ce, je vous dis au revoir. Restez bien chez vous, révisez vos leçons, lisez des livres, faites du sport à la maison. Amusez-vous avec les membres de la famille et n'oubliez pas de faire vos prières et de lire un peu de Coran. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.